maintenant, on va commencer à regarder la notion de limite d'une fonction. Et je vais commencer par la limite en un point fini, ça veut dire en x0, avec x0 appartenant à R. Alors je prends une fonction qui est définie sur un intervalle i de R. Alors je le précise, i inclus dans R. Et je prends un réel x0, soit qui appartient à i, ou qui est une borne de i. Donc, comme exemple, si je donne l'intervalle i, c'est l'intervalle 2, 5, contenant 2 et puis le 5 est exclu, et bien comme x0, je peux prendre un point intérieur à i, par exemple 3. Je peux prendre une borne de i qui appartient à i, ici c'est 2, mais je peux prendre aussi un nombre, une autre borne de i qui n'appartient pas à i, ici par exemple c'est 5. Alors, je prends un réel L, et dans quel cas je peux dire que la limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égale à L. Ben, je vais d'abord présenter ce schéma qui explique un petit peu les choses, comme vous l'avez vu au lycée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que là, je vais essayer de faire une représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormal OIJ. Et là, sur l'axe des y, donc là c'est OX, et là c'est OY. Donc là, sur l'axe des y, je vais poser le L, et je vais tracer la droite d'équation y égale L. Et puis sur l'axe des x, je vais poser le x0. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que chaque fois que vous allez prendre un intervalle autour de L, c'est-à-dire un intervalle qui contient L, et généralement qui est centré autour de L, eh bien, je vais toujours, pour cet intervalle-là, trouver un intervalle qui contient x0, et bien sûr qui est inclus dans i, et ce qui va se passer, c'est qu'à l'extérieur de cet intervalle-là, eh bien, les points de la courbe, de la fonction représentative de f, je peux les trouver à peu près n'importe où. Ici, 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 n'importe où, il n'y a pas de règle générale en dehors de cet intervalle. Par contre, dès qu'on rentre dans cet intervalle-là, eh bien, tout simplement, tous les réels qui se trouvent dans cet intervalle, leur image va se trouver nécessairement dans l'intervalle autour de L. Alors, comme ce que j'avais fait pour les suites, un intervalle contenant L, j'ai pris epsilon supérieur à 0, et j'ai dit que c'est un intervalle de type L moins epsilon, L plus epsilon. Et puis pour les intervalles contenant x0, je vais les prendre aussi symétriques, et ils vont être du type x0 moins alpha, x0 plus alpha, avec alpha strictement positif. Alors comment tout ça se traduit mathématiquement? Eh bien tout simplement, au lieu de dire je prends un intervalle quelconque contenant L, je vais dire quel que soit epsilon strictement supérieur à 0. Ça veut dire, quand je dis je me donne l'epsilon, je me donne automatiquement l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit pour cet intervalle-là, je peux toujours trouver un intervalle contenant x0. Alors, comment je vais le traduire? Je vais dire, il existe un alpha strictement supérieur à 0, tel que, quel que soit x appartenant, donc là, d'abord, je vais traduire les choses en termes d'intervalle, en termes d'appartenance à un intervalle. Donc, quel que soit x appartenant à x0 moins alpha, x0 plus alpha, et pour traiter les problèmes de x, est-ce qu'il appartient à i, est-ce que la fonction f est définie en i ou en x ou non,
je vais dire tout simplement inter i. Comme ça, là-dedans, je mets toutes les valeurs, tous les réels. Je suis sûr que là, pour le x, il va appartenir au domaine de définition de f. Et bien, quel que soit x appartenant à x moins 0 moins alpha, x0 plus alpha inter i, et bien, f de x va appartenir à l'autre intervalle autour de L, ça veut dire L moins epsilon, L plus epsilon. Voilà. Alors, comme ce que j'avais fait pour les suites, au lieu de parler d'appartenance à un intervalle symétrique, je peux traduire ça avec des valeurs absolues. Puisque si x appartient à cet intervalle x0 moins alpha, x0 plus alpha, je fais un petit schéma ici. Donc là, vous avez x0. Là, vous avez x0 plus alpha et là, x0 moins alpha. Si x il est quelque part là sur cet intervalle, c'est que la distance qui le sépare de x0 est inférieure à cette distance-là qui est alpha. Donc, ou bien, comment je vais dire ça, ou bien, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe alpha strictement supérieur à 0, pardon, tel que, alors au lieu de dire quel que soit x appartenant à x0 moins alpha, x0 plus alpha inter i, je vais dire que la valeur absolue de x moins x0 strictement inférieure à alpha, et en même temps, x appartient à i. Voilà, c'est-à-dire il faut les deux conditions. Il faut que x appartienne à i pour que je puisse parler de f de x. Et après, il faut que la distance qui sépare x de x0 soit strictement inférieure à alpha pour que x soit dans cet intervalle-là. Donc si on a ces deux conditions, alors ça implique que f de x appartienne à cet intervalle. Ça veut dire, comme vous le voyez là, la distance entre f de x et L doit être inférieure à epsilon. Donc là, je vais vous dire, valeur absolue de f de x moins L est strictement inférieure à epsilon. Donc voilà la définition officielle de la limite d'une fonction en un réel x0 quand cette limite est finie et quand elle est égale à un certain nombre réel L fini. Voilà, donc c'est la limite qu'il faudra retenir et puis garder en tête. Voilà. Alors, je vais faire un exemple pour illustrer ça. Je prends une fonction simple qui est la fonction qui a x associé 3x plus 5 et qui est évidemment définie sur R tout entier. Et je vais prendre comme x0, je vais prendre 1. Et bien sûr, dans un premier temps, vous savez, d'après les connaissances du lycée, que pour cette fonction, comme il est défini en 1, on va voir plus tard qu'elle est continue en 1 aussi, et bien sa limite, ça sera tout simplement f de 1. Donc ça sera 3 fois 1, ça fait 3, plus 5, ça fait 8. Et donc justement, on va utiliser cette définition pour montrer que, avec cette définition, que cette limite, c'est bien 8. Donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est comme vous avez déjà travaillé un petit peu avec ces choses-là, à l'occasion du chapitre sur les suites et sur la convergence des suites, c'est de marquer un petit arrêt et puis d'essayer de retrouver ça, c'est-à-dire vous vous donnez un epsilon et vous cherchez un alpha pour lequel, quand on a ça, on aura automatiquement ça. Et bien sûr, le alpha, je vous le dis, il va s'exprimer en fonction d'epsilon. Et là, bon, on a déjà fait ça plusieurs fois. Il faut procéder par la technique d'analyse-synthèse. On se pose l'objectif, on regarde, on essaie de traduire cet objectif comme ça pour trouver ce qui s'appelle des conditions nécessaires. Et puis après, on regarde parmi ces conditions lesquelles sont des conditions suffisantes. Donc je vous laisse réfléchir. Si vous n'arrivez pas
vous regardez une partie de la démonstration et puis vous essayez de reprendre jusqu'au bout pour y arriver de manière autonome. Voilà. Alors, je vais effacer ça en attendant. Alors, donc, voilà. Alors, bien. Alors, je vais faire une sorte d'analyse. Donc, je prends soit alpha, epsilon supérieur strictement à 0. Et puis nous, notre objectif, c'est de trouver une condition suffisante pour que f de x, en valeur absolue moins 8, soit strictement inférieur à epsilon. Donc on va analyser ça. Ça veut dire que 3x plus 5 moins 8 est inférieur à epsilon. Et là, ça veut dire que 3x moins 3 est strictement inférieur à epsilon. Ça veut dire que 3 fois valeur absolue de x moins 1 est inférieur à epsilon. Donc ça veut dire que valeur absolue de x moins 1 est inférieure à epsilon sur 3. Donc, si on a ça, alors nécessairement on a ça. Et donc, nous, on cherche un alpha tel que si valeur absolue de x moins 1 strictement inférieure à alpha, alors on aura valeur absolue de f de x moins 8 strictement inférieure à epsilon. Eh bien, on va faire la synthèse maintenant. Et on se dit, on pose alpha égale à epsilon sur 3. Et attention, ce n'est pas le seul choix que vous avez. Parce que vous cherchez une condition suffisante. Donc, si vous prenez alpha égale à epsilon sur 4 ou epsilon sur 5, ça marche aussi. Tiens, c'est ce que je vais faire. Pour une fois, je ne vais pas prendre cette valeur, je vais prendre une valeur inférieure à celle-là. Bon, ben, je vais prendre, même soyons fous, prenons epsilon sur 10. Si je prends epsilon sur 10, et bien tout simplement, si j'ai valeur absolue de x moins 1 inférieure à epsilon sur 10, ça implique, attention, là il n'y a pas d'équivalence, c'est une simple implication. Est-ce que c'est ce qu'on cherche? Et bien tout simplement, ça veut dire que valeur absolue de x moins 1 sera inférieure à epsilon sur 3, puisque epsilon sur 10 est plus petit que epsilon sur 3, et comme valeur absolue de x moins 1 est inférieure à epsilon sur 10, alors nécessairement il sera inférieur à epsilon sur 3. Donc ça implique que valeur absolue de 3x moins 3 est inférieure à epsilon. Et là, il suffit de dire que le 3, c'est quoi? C'est 5 moins 8. Donc cela implique que valeur absolue de 3x plus 5 moins 8 est inférieure à epsilon. Donc ça implique que valeur absolue de f de x moins 8 est inférieure à epsilon. Donc voilà, pour n'importe quel epsilon strictement supérieur à 0, on a trouvé un alpha qui est strictement supérieur à 0, tel que si valeur absolue de x moins 1 est inférieure à epsilon sur 10, alors valeur absolue de f de x moins 8 est inférieure à epsilon. Ça veut dire dès que x va se trouver dans cet intervalle autour de 1, et bien le f de x va se trouver dans un intervalle aussi autour de 8, qui est la limite. Alors, je peux vous donner une petite application numérique. Alors, dans cette application numérique, si je me donne, je dis que c'est vrai pour donc cas particulier,
Alors, pour alpha, pour epsilon égale à 0,1. Et bien tout simplement, nous on cherche les réels dont l'image va appartenir nécessairement à l'intervalle 7,9, 8,1. Et bien tout simplement en prenant alpha égale à 0,01, et bien on est sûr, on a, quel que soit x appartenant, et donc à 0,99 et puis 1,01, voilà, quel que soit x appartenant à cet intervalle, c'est-à-dire 1 moins alpha, 1 plus alpha, alors on a f de x va appartenir nécessairement à l'intervalle 7,9 et 8,1. Donc, on est sûr que pour tout x appartenant à cet intervalle, eh bien, son image va appartenir à cet intervalle qui est centré autour de 8 avec un rayon de 0,1.